Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Madame, mademoiselle, monsieur, il y a le feu. Macron a mis la France à feu et à sang. Notre pays régresse, se fracture, se déconstruit, se décivilise. Après le cri d'alarme sans précédent des Gilets jaunes, c'est dorénavant au tour des militaires, puis des policiers, de nous mettre en garde face aux menaces réelles de guerre civile. Et déjà partout, sur le territoire français, des quartiers font sécession, les violences se répandent, oui, il y a le feu. La gestion chaotique de la crise sanitaire débouche sur une situation économique catastrophique. La France est en guerre contre le coronavirus, assène Emmanuel Macron. Et pendant ce temps, 10 ministres, 10, dont celui de la Justice, désertent leur poste pour pantoufler dans les conseils régionaux. Le ministre de l'économie, lui, parcourt les plateaux pour faire la promotion de son livre de souvenirs. Aux yeux de tous, aux yeux du monde, nous sommes dramatiquement dirigés par une bande d'amateurs inconséquents, incompétents et donc impuissants. Oui, il y a le feu. Depuis plus de 7 ans déjà, nous avons construit, grâce à vous, un môle de résistance libre, indépendant, capable de couvrir la voie des fanatiques et complotistes du politiquement correct. À Macron qui dit qu'il n'y a pas de culture française, nous opposons invités et émissions culturelles et historiques. À ceux qui attaquent la famille, la filiation, nous opposons une nouvelle émission pour les femmes et les enfants d'abord. À ceux qui se réjouissent du déclin technologique français, nous opposons encore une nouvelle émission, cette fois-ci scientifique. À ceux qui propagent la doxa sur le Covid, nous opposons un regard sérieux, expérimenté, notamment à travers notre journal télévisé. Partout où il y a le feu, nous montons en première ligne contre les pyromanes. Grâce au succès incontestable de TV Liberté, avec une progression de 165% du nombre de vues de nos programmes en un an, ils ne réussiront plus à nous faire taire, à vous faire taire. La presse alternative est devenue un rempart aux théories minoritaires indigénistes qui s'installent dans les médias, dans l'enseignement et dans le monde politique. Le modèle alternatif que nous avons créé est à l'origine d'une formidable dynamique qui s'étend dorénavant à d'autres médias. Dans les prochains mois, TV Liberté va avoir une mission historique à mener, faire gagner, sans parti pris, les forces de redressement, les défenseurs sincères de la France et de notre civilisation. Cette mission, nous allons la mener ensemble, côte à côte, et coûte que coûte, parce que nous voulons peser en 2022 en conciliant tous les talents, en portant tous les projets de renouveau de la France. Nous avons besoin de votre aide. En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 58 000 euros. 58 000. Nous avons donc, et nous faisons donc, appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Nous avons donc concrètement besoin de 580 personnes qui versent en moyenne 100 euros, et cela avant la fin de ce mois. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a le feu. Alors oui, à l'attaque. Chacun d'entre nous a eu le plaisir, je dirais la faveur inouïe, de pouvoir visionner à grande échelle sur les panneaux publicitaires urbains une campagne merveilleuse en faveur de l'homosexualité et de la transsexualité, campagne financée par l'État et donc par nos impôts bien sûr. Joie et bonheur, tout le monde est beau, tout le monde il s'aime, l'amour est partout, l'amour est dans le pré, l'amour est pluriel, les hommes avec les femmes avec les hommes, les femmes avec les femmes, la choucroute avec le pâté de porc.
Certaines personnes privilégiées peuvent même connaître l'amour sous toutes ses formes grâce à un bas-ventre doté au départ d'attributs bien visibles qui, grâce à un petit coup de bistouri, permet de varier les plaisirs. Mais que c'est beau dans ces conditions. Il était très important que l'État utilise nos impôts pour faire participer la population tout entière à cet hymne merveilleux à l'amour magnifique. Par ces panneaux urbains de grande dimension de la semaine dernière, nous apprenons qu'un père ou un grand-père aime passionnément sa fille ou sa petite-fille lesbienne et qu'une mère ou une grand-mère aime passionnément son enfant ou petit-enfant qui est trans ou inversement, c'est du pareil au même. Moi, j'ai trouvé ça grandiose, car je l'avoue, je n'y avais pas pensé. J'ai appelé ma conseillère personnelle, tante Gertrude, à qui j'ai expliqué mon enthousiasme. Et là, je dois le dire, je me suis pris une avoinée dont je me souviendrai jusqu'à mon dernier jour. Comment vociférait-elle au téléphone? Tu ne sais pas que les trans sont psychologiquement et physiquement détruits. Tu ne sais pas qu'ils mènent une vie généralement catastrophique. Et les homos, tu trouves ça normal? En tout cas, je te le dis clair et net, jamais un trans ou un homo ne franchira la porte de ma maison. Et la campagne publicitaire, tu te la colles où tu veux. Et que tu trouves ça magnifique, je n'en reviens pas. Et la prochaine fois que je te vois, je te donne une bonne paire de claques. Et tante Gertrude a raccroché. Cette conversation m'a gâché ma soirée, car j'aime beaucoup tante Gertrude, qui généralement a toujours raison. J'ai beaucoup réfléchi, pendant au moins 47 secondes, et j'en ai conclu qu'elle avait peut-être raison, comme toujours, car elle raisonne, simple et vrai, la tata. Cela dit, je suis totalement angoissé à l'idée que l'État puisse faire une campagne de publicité mettant en valeur un homme qui aime énormément son épouse depuis son mariage il y a 20 ans et qui est entouré de 4 charmants enfants blonds comme les blés, 2 garçons superbes et 2 filles ravissantes qui respirent le bonheur et la joie de vivre et qui, comme dans les beaux contes, se marieront plus tard, les garçons avec de belles princesses, les filles avec de beaux princes et auront beaucoup d'enfants. Rien que d'y penser, cela me met en transe. Je vous souhaite une très bonne soirée. Macronor, Covidor, débilitor a encore frappé. La France et ses habitants franchouillards sont les grands responsables de l'épouvantable génocide rwandais, dont le nombre de morts n'est pas très éloigné du million. Il s'est donc frappé la poitrine, s'est revêtu d'une robe de bure, a enfilé des sandales en plastique et a demandé publiquement pardon pour ce génocide quasiment organisé par la France. Oui, bien sûr, il a raison, le Macronor Covidor débilitor. La France ne peut être que responsable et coupable, puisqu'elle est responsable et coupable de tout ce qui se passe de mal dans le monde. Quand il s'agenouille devant les Algériens en s'excusant de la colonisation de ce pays par la France, il a parfaitement raison. Nous avons fertilisé et créé de toutes pièces un pays qui n'existait pas. Avant de laisser aux Algériens une Algérie riche et prospère, avec du pétrole à gogo, découvert et mis en valeur par les entreprises françaises. Tout cela est moche et remoche, et les Algériens ont bien fait d'expulser les centaines de milliers de Français d'Algérie en leur prenant tous leurs biens, et de massacrer à grande échelle les Algériens de souche et les harkis qui avaient osé entretenir des relations amicales et positives avec la France. Ne parlons pas de l'Indochine. Ce merveilleux pays avait été extraordinairement mis en valeur par l'épouvantable France colonialiste et ses libérateurs communistes qui ont massacré à qui mieux mieux les Vietnamiens, qui n'en demandaient pas tant, ont fait faire à ce pays si attachant un magnifique bond. Le fameux bond si cher au grand dictateur devant l'éternel, Mao Tse-tung, l'homme considéré par Giscard comme le phare de l'humanité. Oui, ces libérateurs communistes ont fait faire à l'Indochine un bond formidable, le fameux et magnifique bond, se révélant être un magnifique bond en arrière, une extraordinaire régression générale sur tous les plans.
Ces deux exemples illustrent parfaitement ce que fut la colonisation, puis la décolonisation. Pour les pays concernés, un bond en avant pour la colonisation et un bond en arrière après la décolonisation. Cela, évidemment, Macronor, Coffidor, Stupidor ne peut rien comprendre tant sa culture est proche du niveau zéro, pour parler aimablement, car il semble en fait que le niveau réel se situe en dessous du niveau de la mer. En réalité, lorsqu'il déclare publiquement que la colonisation française fut un crime contre l'humanité et que, de façon logique, nous sommes donc responsables du génocide rwandais, le Macronor ne peut même plus être qualifié de sous-produit intellectuel ou culturel. Il ne peut être qualifié que de fou furieux, et même de fou tout court, car nous savons tous que la folie consiste à se déconnecter totalement du monde réel. Le Macron est exactement dans cette situation concernant la colonisation française. A contrario, la France pourrait demander pardon aux pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord pour son action délétère dans ces pays lors du très sombre printemps arabe. Sarkozy et son conseiller préféré, Bernard-Henri Lévy, ont mis la région à feu et à sang, chapeau les artistes. Entre autres choses, Nico et son compère sont pour partie responsable du presque demi-million de morts syriens. Mais la Syrie a tenu bon au milieu de difficultés incroyables et son président vient d'être réélu triomphalement. Cela n'arrivera peut-être pas prochainement à Macronor, Covidor, Terminator. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ce gouvernement de fous furieux passe son temps à innover, mais malheureusement plus souvent pour le pire que pour le meilleur. C'est du jamais vu ou presque. Alors que les policiers décident de manifester massivement contre nos dirigeants politiques, entre guillemets, Gérald Moussa Darmanin, ministre de l'Intérieur en titre, et donc leur patron, ne trouve rien de mieux que de se joindre à eux. Les forces de l'ordre, donc, rudement malmenées depuis de longs mois, depuis de longues années, n'en peuvent plus. Jouer du pouvoir, elles doivent assumer des ordres iniques sans avoir ni la reconnaissance du peuple, ni le soutien de leur hiérarchie. Elles reçoivent l'injonction de taper sur les gilets jaunes, de verbaliser pour non-port du masque, de traquer les automobilistes dont l'heure du ticket de stationnement est dépassée de 12,5 secondes et qui, en retour, servent de cible à une racaille très majoritairement immigrée qui ne recule devant rien et les conduit à l'hôpital ou à la morgue par tous les moyens, le couteau, le feu, les balles ou les voitures écrasent tout. Dans ces conditions, il est donc bien naturel que les forces de l'ordre sortent elles aussi de leur devoir de réserve pour réclamer le plus élémentaire des droits, le droit à la sécurité de leur personne, le respect de leurs fonctions et de leur uniforme, et le droit à la vie, tout simplement. Mais qui sont les responsables de la tourmente dramatique dans laquelle elles sont emportées? Personne d'autre que les locataires de l'Élysée, de la place Beauvau ou de la place Vendôme. Ces locataires-là, qui méritent plutôt le nom de squatters, envoient la police au casse-pipe tout en sapant autorité, tout en encourageant laxisme judiciaire, le tout évidemment sur fond de politiques migratoires irresponsables. Malheureusement, aux pleurs, au désespoir, aux tristesses infinies, nos manifestants policiers n'ont pas évoqué la calamiteuse politique migratoire menée par nos gouvernants, entre guillemets. Il fallait éviter les sujets qui fâchent. Ils ont même eu l'idée désastreuse et délirante de recruter un rappeur immigré qui a débité au kilomètre du vivre ensemble heureux du haut de l'estrade qui dominait les manifestants. Pourtant, nos amis policiers savent parfaitement que les rappeurs passent justement leur temps à multiplier les appels à casser du flic, à tuer du flic. Comme les patrons de la manifestation ne voulaient pas dénoncer les vrais coupables, le Moussa Darmarien y allait tranquillou mon loulou. Il affichait ainsi sa solidarité avec ceux qui souffrent, comme on dit. Et là, patatras boum boum, il s'est pris un déluge de huées qui m'ont mis le moral au beau fixe pendant 123 minutes et 47 secondes.
Cela étant dit, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. En soi, par principe, une manifestation est toujours destinée à critiquer l'impuissance de ceux qui gouvernent. En y participant, Moussada Marien a appuyé ce constat. S'il en avait tiré toutes les conséquences qui s'imposent, il aurait démissionné. Mais bon, quitter son douillet cocon ministériel pour tomber dans un oubli misérable, non quand même, faut pas pousser tonton dans les ajoncs. Autrefois, la formule des grands dirigeants politiques était « je sers sans profiter ». Elle est désormais « je profite sans servir ». Conclusion, nos dirigeants politiques ne servent à rien, vivement qu'ils débarrassent le plancher. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Quand on est ministre de la transition écologique et des petits oiseaux qui gazouillent gentiment, et que l'on appartient au gouvernement prestigieux de Jean Castex et Emmanuel Macron, on se doit d'avoir de l'ambition. C'est le cas de Barbara Pompili, que le Vésuve n'a hélas pas encore englouti, et qui est devenue une championne toute catégorie de vraies mesures ambitieuses qui se définissent principalement par le fait qu'elles coûtent un paquet de pognon, comme disent les princes saoudiens. Dans les dernières en date, Madame la ministresse nous annonce vouloir dépenser 21 millions d'euros pour former 800 000 enfants à la pratique du vélo. Il faut au moins être ministre pour se soucier d'un problème aussi fondamental. De mon temps, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, apprendre à faire du vélo, ça se faisait sur un chemin de campagne, au fin fond du Berry ou du Cantal, chez les grands-parents. Nous nous prenions 2 ou 3 bonnes gamelles dans les orties sur le vélo du cousin Arthur, et après c'était réglé. Cocotte, nous devenions des rois de la petite reine. Mais aujourd'hui, à l'heure de la transition écologique, les choses ne sont plus si simples. Pour devenir professeur de vélo, ça devient très compliqué. D'abord, il faut être encadré par des moniteurs spécialisés. Bac +8 ou +9, c'est selon. Et bien sûr, faire partie de la diversité. Ensuite, il faut s'assurer que les vélos conçus en France et fabriqués en Chine sont homologués en vertu de la norme européenne NE 653B-49, de même que les casques en polypropylène CK 749N-32 métallisés garantis sans perturbateurs endocriniens et compostables après usage. Ensuite, il faut payer un inspecteur du ministère pour s'assurer que l'apprentissage se fait dans de bonnes conditions, sans discrimination liée à l'orientation sexuelle, avec la répartition égalitaire entre bicyclette de genre féminin pour les garçons avec un t-shirt rose et vélo de genre masculin pour les filles revêtues d'une combinaison bleue. Cela afin de ne pas conditionner irrémédiablement ces malheureux gamins dans leur assignation de genre. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de tout ce que cela représente d'apprendre à faire du vélo de nos jours. Il y a des enjeux. C'est l'avenir de la nation qui est en jeu. C'est Barbara du Vésuve qui l'a dit. Tout cela, c'est pour nous préparer à un avenir radieux avec une mobilité écologiquement durable. Ne me demandez pas exactement en quoi ça consiste, mais c'est sûrement très beau. Et devinez où que quoi qu'elle se livre à ses expériences sur la mobilité durable, l'amie Barbara, à l'école Nelson Mandela à Poissy. Au hasard, quelle chance pour la France. Ah oui, j'oubliais, les coûts de la mesure pompilique, 21 millions d'euros. Ça, c'est une somme, comme dit tante Gertrude quand elle achète 1 kilo de caviar pour son chien. Mais rassurons-nous, les 21 millions incluent aussi la traduction simultanée des instructions du moniteur de vélo en wolof et en turc. M'est avis que les enfants de mon cousin Arthur, qui vivent quant à eux toujours dans le Berry ou dans le Cantal, ils peuvent toujours attendre pour être initiés à la mobilité écologiquement durable. Heureusement, il leur reste les orties. Sur ces hautes considérations, je vous souhaite une très bonne soirée.
Stalingrad. C'est le nom désormais donné à Paris, au quartier de Stalingrad, dans le nord-est de la capitale, devenu depuis de trop longs mois le centre du trafic du crack, cette terrible drogue chimique qui fait des ravages par son coût modéré et son pouvoir addictif extrême. Aujourd'hui, à l'ère d'Hidalgo, la première des dingues de France, le beau ciel de Paris, chanté par Édith Piaf, abrite et fait prospérer tous les trafics. Avec le crack, un cortège de malheurs, viols, violences, agressions, drogue, des amorphes jonchant les trottoirs sous les yeux accablés des patients qui emmènent leurs bambins à l'école. Pour toute réponse, la belle Anne ne voit rien venir et se contente de hausser les épaules. Anne, ma sœur Anne, n'a pas l'intention de lever le petit doigt pour régler le problème. Seulement, il arrive un moment où les habitants de Paris en ont ras la patate d'habiter à Stalingrad et décident de prendre les choses en main. Ces dernières semaines, nous avons donc assisté à des tentatives musclées de reprise du contrôle du quartier par les riverains eux-mêmes qui, pour espérer dormir tranquille et traverser la rue en paix, se sont mis à tirer au mortier sur les dealers de crack. Et là, ça a fait crack boum u et recrack reboum re-u. C'est vrai quoi, après tout, dans des affaires comme celle-ci, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Puisqu'on ne peut compter ni sur la mairesse, ni sur la police aux ordres d'un préfet ectoplasmique. Un ou deux coups de feu d'artifice bien placés devraient faire fuir au moins temporairement, les indésirables. Voilà donc le bilan de 20 ans de mairie socialiste. Cela se termine par le tir au pigeon sur les délinquants, par les habitants de la capitale eux-mêmes. Paris a des airs de Medellín aux grandes heures des cartels de la drogue et les Parisiens sont obligés de se transformer en justiciers s'ils veulent espérer dormir tranquillou. De telles situations de crise sont appelées à se multiplier. Les citoyens sont obligés de prendre le relais d'autorités défaillantes qui n'ont ni la volonté ni les moyens de ramener l'ordre. Tout cela a des parfums de guerre civile, mais à qui la faute ? Inutile de préciser que le coup du mortier, c'est bien sûr cautère sur jambe de bois. Sitôt l'explosion terminée, les toxicomanes rappliquent et tout est à recommencer. Madame la mairesse n'en a cure. Madame la mairesse préfère rejeter la responsabilité sur l'État, l'État qui n'en fait jamais assez pour la pauvre ville de Paris et ses 7 milliards d'euros de dette. Mais au fait, Madame la mairesse a l'intention de se présenter à la présidentielle. Donc, si c'est l'État qui doit gérer et si Madame la mairesse est élue, il faudra bien qu'elle finisse par s'en occuper de Stalingrad, CQFD. Vous me direz qu'avec des si, on mettrait Paris en seringue. Eh bien, Paris prend le chemin de devenir une seringue géante. Je vous souhaite une très bonne soirée.